ABK Radio, l'interview. Et Fifi, nous sommes ce matin avec, vous savez qui, le docteur Yambé Timba. Naturellement. Après la réussite historique de Kepler, l'événement organisé à son initiative sur le panafricanisme, et bien ce matin, nous revenons parler des choses qui sont plus, on allait dire, j'ai failli dire locales. Docteur Yambé, bonjour, bienvenue. Bonjour, Pasteur. Bonjour, docteur. Vous avez le bonjour de Fifi. Bonjour. Alors, docteur, ce matin, on aurait pu commencer par la politique, avec notamment ce qui s'est passé à Yaoundé, le congrès du MRC. Mais il y a également pénurie de carburant au Cameroun, pour ne pas dire précisément à Douala, où ce n'est pas vraiment évident depuis ce matin. Mais nous avons un très très gros problème. Un très gros problème parce que si on n'a pas de carburant, ça veut dire qu'on ne peut rien transporter. Et si on ne peut rien transporter, c'est très grave. On ne pourra certainement pas déplacer les aliments des zones de production vers les zones de consommation. On ne pourra pas déplacer, les personnes ne pourront pas se déplacer d'un point à l'autre. Et vous comprenez que c'est la paralysie totale de l'économie. Je rappelle que d'après le GICAM, arrêter la circulation ou créer des ennuis de circulation dans la ville de Douala entre le port et les zones industrielles, entre les zones industrielles et les centres de distribution, peut provoquer des pertes quotidiennes de l'ordre d'au minimum 2-3 milliards. Pour un pays comme le nôtre, ça peut représenter en projection quelque chose comme 10%, l'équivalent d'à peu près 10% de notre budget. C'est très grave, c'est énorme. Donc il faut que nous puissions régler cette question. Or, les solutions sont connues, mais bon, on n'essaye pas de les appliquer à Yaoundé. Docteur Yambé Timba. Oui. Alors, il se trouve que avec cette pénurie, vous parlez là sur le plan économique des retombées, il se trouve également que sur le plan psychologique, ça peut créer des dommages, non? Pour des gens qui du jour au lendemain ne peuvent plus aller au travail comme ils en ont l'habitude, sont obligés d'aller à pied. C'est compliqué, c'est difficile. C'est stressant, c'est d'autant plus que pour une ville qui a quand même un rayon de 20 km, 20-25 km, c'est très difficile. Ça veut dire que les distances commencent à être extrêmement longues. On va pas se lever le matin, devoir aller à la radio comme vous et faire 10 km à pied. C'est un sérieux problème. Très sérieux. Même si on a son vélo, il n'y a même pas de route pour pouvoir circuler. Donc la marche à pied, la qualité des routes est telle que si sur une route normale, vous auriez fait 4-5 km à l'heure, là vous allez faire à peine 2-3 km à l'heure. Donc vous avez beaucoup de temps à passer en marche, vous n'avez pas fait 3 heures, 4 heures à marcher pour rallier votre lieu de travail. Vous serez déjà tellement fatigué que vos performances, votre rendement va s'en ressentir. Donc je crois que nous traversons une période au cours de laquelle le Camerounais subit des pressions de toutes parts et cela constitue une attaque en règle, une sorte de guerre larvée contre lui qui est sur le plan psychologique et économique quelque chose de particulièrement traumatisant. Je trouve que les Camerounais sont des personnes particulièrement solides, extrêmement puissantes, fortes et cette force-là, cette solidité, ils devraient l'utiliser sérieusement à repenser l'environnement politique, l'environnement qui prend les décisions, les acteurs qui prennent les décisions politiques pour pouvoir permettre que ce soit de plus en plus de bonnes décisions politiques, une très bonne planification qui puisse se faire afin qu'ils se reposent. Parce que le Cameroun ne peut pas continuer à être sur les nerfs, tendu de cette façon, poussé à bout de cette manière-là. Un jour, il va craquer. Et le jour où il craquera, personne ne sait quelle sera sa réaction.
Donc, il faut que lui-même puisse anticiper pour pouvoir régulariser ou réguler, pour pouvoir réorganiser, pas régulariser, pour pouvoir réorganiser non seulement l'environnement sociopolitique et socio-économique, mais réorganiser également la composition, les équipes d'acteurs qui dirigent le pays et qui manifestement mettent ces nerfs à rude preuve, avec les risques de dépression, les risques de nervosité et donc de violence, d'agressivité, avec les risques de, si vous voulez, même de crise de toutes sortes, crise cardiaque, crise nerveuse, etc., qui sont le lot quotidien des Camerounais et dont nos médecins, malheureusement traumatisés eux-mêmes, doivent pouvoir gérer au quotidien. Docteur Yambé, il y en a qui en veulent aux responsables des entreprises en charge justement de la mise à disposition du carburant sur le territoire national, qui leur en veulent pour leur incapacité à avoir anticipé, à avoir informé les Camerounais, et estiment qu'ils vont très loin, docteur, en estimant que ça pourrait être un coup d'état scientifique. Est-ce qu'on n'est pas dans le fantasme là? Faut que les gens sortent un peu de leur sommeil dogmatique et qu'ils arrêtent de répéter tout et n'importe quoi. Les marketeurs, certes, je trouve que c'est une corporation un peu curieuse, mais au Cameroun, mais ce ne sont pas eux qui importent le carburant directement de l'extérieur, c'est l'État qui organise l'importation du carburant. Donc, ils sont malheureusement, ils le faisaient avant, mais là, ils sont malheureusement victimes, si vous voulez, du passé, d'une certaine pratique assez bizarre dans le passé. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui importent directement. L'État importe lui-même et leur revend, tout simplement. Et eux, ils redistribuent au niveau national. Donc, il faut plutôt que les Camerounais portent leur attention sur le niveau de décision ultime qui organise le pays, pas sur les niveaux intermédiaires ou les niveaux bas qui exécutent ou qui subissent eux-mêmes les turpitudes du niveau le plus élevé. Donc, je crois que c'est là que ça se trouve. Lorsqu'aujourd'hui, nous avons des problèmes de carburant, les Camerounais devraient se demander est-ce qu'ils ont du pétrole dans leur pays? Et ils savent que là, s'il y a une Société nationale des hydrocarbures, la SNH, c'est parce qu'il y a du pétrole au Cameroun. Alors, ils doivent se demander si on exploite le Cameroun depuis 1969 au Cameroun, comment se fait-il que depuis 1969, il n'y ait pas une solution permanente qui permette d'avoir du carburant raffiné? Comment? Ils s'imaginent que des États minuscules comme Dubaï arrivent à avoir du carburant à 2 francs. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont maîtrisé le raffinage de leur pétrole. Ils pensent que les Américains arrivent à avoir le pétrole, le carburant à bon prix. Pourquoi? Mais ils ont maîtrisé le raffinage du pétrole qu'ils importent ou qu'ils produisent chez eux. Nous devons penser comme ça et non pas être tout le temps en train d'indexer les individus. Pourquoi un pays comme le Cameroun, qui a du pétrole, qui exporte du pétrole, qui depuis 1969, comment se fait-il que nous n'ayons pas de raffinerie en marche qui fonctionne? Bon, la Sonara existe, mais ça fait des années qu'elle ne fonctionne pas. Je crois que ça va faire bientôt peut-être 10 ans. Donc, il faut remettre ça en marche. C'est 1000 milliards à peine. Dans le budget de cette année, on dit qu'il va y avoir des subventions en centaines de milliards. Pourquoi on subventionne le carburant alors qu'on peut le produire à moindre coût? Pourquoi? Donc, il y a là des décisions stratégiques, des décisions politiques qui n'ont rien à voir avec les marketeurs. Les marketeurs, c'est une corporation qui suit quand l'État prend certains types de décisions. Maintenant, cette corporation peut influencer les décisions de l'État pour peut-être se maintenir si jamais cette corporation avait des avantages à ce qu'on importe le carburant au lieu de le produire localement. Mais l'État, lui, a l'obligation, a le devoir régalien de satisfaire les besoins des Camerounais, le devoir régalien de réduire les coûts au maximum pour que les Camerounais ne dépensent pas de façon totalement inacceptable, c'est-à-dire qu'ils gaspillent de leur argent. Et là, le dispositif de subvention du carburant est un gaspillage. Il faut que nous produisions le carburant. Nous avons du pétrole, nous pouvons construire une raffinerie, nous en avions une qui est à l'arrêt depuis des années.
on peut la réhabiliter. Ça demande 1000 milliards. Nous avons un gros budget de 6700 milliards. Prenons 1000 milliards, réhabilitons ça et réglons ça. Et arrangeons le problème, puisque ça règle plusieurs problèmes. Le problème, non seulement de carburant bon marché, le problème de la production de bitume, donc ça va réduire les coûts de construction des routes, le problème de l'électricité, puisqu'en réhabilitant la Sonara, on peut avoir entre 150 et 200 mégawatts supplémentaires. Je rappelle que le parc industriel de la ville de Douala aujourd'hui a un besoin de 294 mégawatts seulement pour fonctionner. Mais pour qu'il fonctionne de manière optimale, il faut autour de 500 mégawatts. Et pour qu'on crée de nouvelles usines, il faut qu'on ait de nouveaux approvisionnements en énergie électrique. Donc, si nous avons 150 mégawatts, 200 mégawatts de plus à la Sonara, on permet à Limbe de s'industrialiser avec 100 mégawatts et puis le reste peut être envoyé à Douala pour soutenir le parc industriel puisque la ville représente 50% du PIB du pays. Donc, en fait, en le faisant, nous avons énormément d'avantages, sans compter le fait que c'est toute une industrie pétrochimique que nous pouvons mettre tout autour et cesser d'importer des choses aussi simples que des ventilateurs qu'on fabriquait d'ailleurs au Cameroun dans les années 80. Donc on peut fabriquer beaucoup de choses qui à base de pétrole, donc le plastique, tout ce qui est pétrochimie là. On peut fabriquer beaucoup de choses qui sont liées à de la paraffine, des choses comme ça. Donc réhabiliter la Sonara peut créer une foule d'activités qui peuvent même permettre de générer en une année plus de 1000 milliards et donc de récupérer tout l'argent qu'on a investi là-dedans. Mais pourquoi est-ce qu'on fait plutôt le choix d'aller subventionner une affaire qu'on peut fabriquer et dont la fabrication peut nous permettre d'avoir des dizaines d'autres produits que nous pouvons mettre sur le marché, peut nous permettre d'avoir de l'électricité, peut nous permettre d'avoir du bitume que nous sommes obligés d'importer. Voilà les problèmes du Cameroun. Donc stratégiquement, c'est ça qu'il faut interroger et non pas un marketeur, même si après on peut poser des questions sur chaque marketeur individuellement, sur ses capacités, ses qualités, l'organisation de l'activité. Mais si le problème est réglé en amont au niveau stratégique, le marketeur, c'est du menu fretin auquel on ne va pas faire attention parce que c'est un entre-deux. Très bien. Dans le prolongement, docteur Yambé Timba, l'occasion faisant le larron, on va faire du 2 en 1, on parle d'essence et on peut toujours s'interroger en parlant de la convention du MRC, convention 2023, si le MRC prend ce genre de problème à cœur, selon vous. Mais on s'attendrait à ce qu'ils prennent ce genre de problème à cœur dans tous les cas, mais on n'a pas eu le sentiment. Je crois qu'ils étaient peut-être plus préoccupés par leurs élections que par toute autre chose. Ils ont posé un somme de problèmes dans les discours au Cameroun, mais on n'a pas toujours l'impression, et c'est peut-être ça le problème de nos partis politiques, c'est qu'on n'a pas toujours l'impression de voir qu'on étale des solutions, des propositions de solutions dont le peuple va s'emparer pour que demain dont le peuple va s'emparer et qui vont construire sa conviction pour les échéances futures. Les partis politiques au Cameroun devraient savoir que on construit la conviction. C'est ça qu'on appelle dans une entreprise. Dans une entreprise, par exemple, vous avez, lorsqu'on veut vous convaincre d'acheter, on a la préférence de marque, par exemple, que l'on construit avec le temps. On a beaucoup d'éléments, par exemple, la publicité, ces choses-là, les propositions, la manière dont on présente une certaine approche relativement à un certain nombre de choses, la qualité des produits, etc. Lorsque vous avez des conventions de partis, le public s'attend à les entendre dire lorsque nous prendrons le pouvoir, voici à peu près un certain nombre de choses que nous allons régler. Bon, est-ce que le MRC était disposé à parler de ce genre de choses et à construire la conviction du peuple camerounais? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, les problèmes de contestation des résultats que nos partis portent généralement sont des problèmes qui, sur le plan de la gestion des risques, sont des problèmes généralement sans fondement, mal posés. Pourquoi? Parce qu'au cours du temps, les gens ne voient pas du tout comment vous construisez la conviction populaire. Et comme vous ne construisez pas cette conviction populaire de façon ouverte, de façon claire, de façon permanente, ils se disent tout simplement qu'ils ne comprennent pas très bien la raison pour laquelle vous pensez qu'en 2 jours, vous avez pu construire la conviction parce que vous avez tenu 2-3 discours. Alors que pendant des années,
vous n'avez pas fait un travail de construction de la conviction politique de ces gens-là. Et ça paraît très bizarre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez qu'au Cameroun, vous pouvez faire toutes sortes de contestations. En général, le public ne vous suit pas. Parce que le public ne vous comprend pas. Il ne se reconnaît pas en vous. Il ne voit pas très bien de quoi vous parlez. Dans d'autres environnements, vous voyez très bien que dès que quelque chose est lancé, il y a une conviction qui est construite. Et cette conviction-là permet de soulever les masses et de créer des révolutions populaires qui conduisent à des transformations politiques et sociales profondes. Donc, il y a des choses extrêmement importantes qu'il faut faire dans le cadre des partis politiques et du marketing politique. Et je crois qu'aujourd'hui, très souvent, nous ne voyons pas à l'œuvre cet ensemble de choses dans nos partis politiques. Et c'est fort dommage. Parce que dans le discours que les MFC étaient censés tenir, on aurait dû s'attendre à des projections, à des choses de ce genre. Mais bon, maintenant que leur convention est finie et que l'objet n'était peut-être pas ce dont vous et moi et les auditeurs parlons ce matin, espérons que bientôt ils auront une prise en main de ces problèmes qui va générer des solutions très précises, pratiques et absolument abordables pour nous. Tata Yambé Timba, je vous remercie d'être passé par ici ce matin comme d'habitude et rendez-vous très très bientôt pour un autre jour. C'est moi qui vous remercie, mon frère Kwamo, et surtout Madame Fifi qui se rend bien compte qu'aujourd'hui je n'ai pas oublié de la saluer, oui. Tout comme je n'oublie pas de saluer tous vos auditeurs et de leur souhaiter par anticipation de très très bonnes fêtes de fin d'année, en les invitant l'année prochaine, c'est ce que Keper va faire, à célébrer désormais le jour qui est l'équivalent du 19 juillet, le nouvel an africain, tel que nos ancêtres le célébraient, basé sur l'astronomie et non pas sur des considérations purement religieuses ou autres. Nous, le nouvel an se célébrait en se basant sur l'astronomie, sur le lever héliaque de Sotis, c'est-à-dire au moment où le soleil et l'étoile qu'on appelle Sirius se rencontrent au même moment, se lèvent au même moment, et ça se produisait normalement, ça se produit une fois par an et de façon très particulière tous les 1460 ans. Et notre calendrier est basé sur cette révolution-là. Merci encore. Beaucoup, docteur. À très très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Avec un radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.